Ici Éric Latour et bienvenue à Saint-Jean-sur-Richelieu. Le dernier conseil, la dernière séance régulière remonte au mardi 15 décembre 2020 et on vous présente aujourd'hui de nouveaux extraits de cette séance régulière du Conseil de ville. Donc, nous avons reçu quelques questions. Voilà, je vous en fais état. Le 3 décembre dernier, nous avons reçu 5 questions de M. Guy Sanson. Donc, M. Sanson nous demandait l'Église Trinity Church et son presbytère Epiphany-House ont-ils été rénovés ou restaurés? Donc, la réponse à cette première question, c'est restaurés. Deuxième question, sur un coût évalué au départ de 4,4 millions de dollars pour l'ensemble des travaux, quel a été le coût final et combien de subventions ce projet a-t-il reçu de la part du gouvernement du Québec? Donc, le coût final de la rénovation du domaine Trinité a été de 5 175 000 et la Ville a bénéficié d'une subvention de 1,4 million de dollars. Troisième question, entre votre demande auprès du gouvernement du Québec pour sauvegarder ces bâtiments et la date des débuts des travaux, combien de mois se sont écoulés? Donc, la subvention promise par le ministère en 2017, la subvention a été promise par le ministère en 2007, excusez-moi, et le Conseil a accordé la part municipale de financement en 2014 et les travaux ont débuté en 2015. Donc, à la réponse à votre question, c'est un peu plus de 8 ans. Question 4. J'aimerais connaître la vocation actuelle de ce bâtiment et le coût annuel de fonctionnement relié à celui-ci. Donc, la vocation, elle est presque exclusivement culturelle. Les dépenses inhérentes à ces opérations proviennent notamment de l'entente de développement culturel convenue entre le ministère, la Ville et la MRC. Et le coût annuel est estimé à 40 000 $. Question 5. Combien d'événements a eu lieu depuis l'ouverture de ce site? Donc, la compilation des données de 2019, en combinant l'utilisation des deux bâtiments, donc l'église et le presbytère, et des jours d'animation extérieure sur le site, nous comptons 438 jours d'occupation depuis l'ouverture du site. Donc, voici les statistiques sur le nombre de visiteurs répertoriés sur le site en 2019. Donc, l'année 2020 n'est pas encore terminée, mais en 2019, nous avons eu 7 556 visiteurs pour l'éphémère été. Nous avons eu 3 700 personnes qui sont venues pour d'autres événements durant l'année, pour un total de 11 256 visiteurs. Donc, voilà pour les questions de M. Sanson. Le 3 décembre également, nous avons reçu une question de Richard Guillemette qui nous pose deux questions. Premièrement, les usagers du transport adapté ont reçu une correspondance leur indiquant qu'ils devaient utiliser leur véhicule personnel s'ils devaient se rendre à la clinique de dépistage pour passer un test de dépistage à la COVID-19. Ma question est la suivante. Considérant que 99 % des usagers du transport adapté se déplacent en fauteuil roulant, n'ont pas accès à un véhicule personnel accessible, comment vont-ils pouvoir se rendre à la clinique de dépistage? Y a-t-il eu des arrangements pris avec le CI3S pour un dépistage à domicile? Si oui, les usagers du transport adapté ne sont pas au courant. Donc, voilà la réponse, M. Guillemette. Si les clients membres du transport adapté identifiés par la santé publique sont identifiés par la santé publique pour passer un test de dépistage, s'ils ne trouvent aucun moyen, qu'ils ont épuisé les options et qu'ils appellent à notre centre de réservation, le dossier donc sera transféré à notre division des transports. Donc, nous tenterons alors d'aider en contactant nos partenaires Taxi Saint-Jean afin d'organiser le transport à nos frais et l'usager devra payer le tarif de la grille tarifaire en vigueur. Donc, si un usager du transport adapté a un rendez-vous, a épuisé toutes les ressources, est incapable de s'y rendre, qu'il nous contacte, on va trouver une solution. Deuxième question. Considérant que les personnes en situation de handicap sont des citoyens à part entière, quand la Ville mettra-t-elle à la disposition de ces dites personnes un transport interrive, peu importe la raison motivant le transport? Donc, la question que soulève M. Guillemette, c'est une question qui est récurrente, qui nous revient continuellement. Actuellement, le transport adapté est gratuit pour les citoyens qui sortent de la Ville, uniquement pour des rendez-vous médicaux.
Donc, les gens peuvent se balader dans la ville pour toute autre raison, mais lorsqu'on veut sortir de la ville, le service est gratuit seulement pour il est accessible seulement pour les raisons de santé. Donc, la question, la division des transports analyse présentement le sujet, laquelle sera abordée lors d'une prochaine séance du comité du transport. Donc, merci, M. Guillemette, pour vos questions. M. Guy Landlois nous a envoyé une question le 7 décembre dernier. Monsieur Landlois, je suis désolé, mais votre question contient des inexactitudes et ne respecte pas les critères de notre règlement relatif à la régie interne du conseil municipal. Le 7 décembre dernier, Mme Sylvie Miron nous a posé la question suivante. Est-ce que le règlement sur l'affichage dans la ville a changé? Les employés de la ville n'enlèvent plus les pancartes directionnelles des courtiers immobiliers qui poussent partout dans notre ville. Pourtant, le règlement l'interdit. J'aimerais savoir qu'est-ce que la ville compte faire pour que ce règlement soit respecté. Donc, Mme Miron, la réponse à votre question, c'est non. Le règlement n'a pas été changé. Et je vais demander à l'instant à notre directeur général de prendre les mesures nécessaires, de demander à nos employés de faire appliquer cette réglementation. Effectivement, on en voit partout, là, accrochés après les arrêts-stop et un peu partout. Donc, on va en donner la directive de les enlever. Monsieur Gilles Hébert, le 8 décembre dernier, nous posait la question suivante. Fin avril, début mai, j'envoie une question concernant le champ de tir de l'Acadie. La limite de 600 caractères du formulaire Internet ne couvrait que le tiers du texte. J'ai donc envoyé la question en 3 parties. Le 26 mai, Yvan Berthelot n'a présenté que le dernier tiers du texte. Donc la question à M. Hébert, c'est qui a censuré le 2 tiers du contenu informatif, privant ainsi l'électorat qui a donné 12 millions au Dr Ouimet d'être informé du comportement de ses citoyens corporatifs? Qui doit rendre des comptes à l'électorat? M. le greffier qui a reçu les trois envois ou Yvan Berthelot? Donc voilà la réponse. Toutes les questions reçues sont transmises aux élus. Et même si les questions sont scindées en plusieurs parties. Donc, lors des séances publiques, le président de la séance dirige la séance et c'est lui qui fournit une réponse aux citoyens et qui offre qui donne la réponse ou qui offre à un conseiller d'y répondre. Donc, voilà la réponse à M. Hébert. Autre question de M. Hébert. Monsieur le maire, une question présentée en 600 caractères donne la parole à l'électorat que durant 36 secondes. Alors qu'au bas du formulaire, on dit qu'on a droit à 5 minutes. Donc, pour respecter ce 5 minutes, on a le droit à 8 fois 36 secondes, donc 8 fois 600 caractères, soit 4800 caractères. En tant que président d'Assemblée, allez-vous débâillonner le formulaire pour qu'il passe à 4800 caractères? Sinon, peut-on envoyer notre question en 8 parties si nécessaire? Pour produire un document, si un citoyen souhaite produire un document en appui, comment faire? Donc, la question est intéressante. Monsieur Greffier, on a demandé, Monsieur le Hébert, excusez-moi, on a demandé à notre service du greffe ainsi qu'au service informatique de voir comment on pourrait répondre à vos attentes. Donc, à suivre. Autre question de Monsieur Hébert, reçue le 8 décembre 2020. Dans son rapport de la commission Charbonneau, la juge Charbonneau, contrairement à Yvan Berthelot, ne parle pas d'amitié, mais bien de proximité entre élus et promoteurs, tels les élus vus sur le bateau d'Accurso, le Touch, ou l'hameçonnage du maire de Saint-Stanislas de Costac avec des billets de hockey. Donc, la question s'adresse à Mme Marcoux. Mme Marcoux a-t-elle voté contre le projet sur Champlain en se fiant à la parole d'Yvan Berthelot qui, en parlant d'amitié entre des élus et promoteurs, déformait le concept de proximité utilisé par la juge Charbonneau, mettant ainsi l'électorat de Saint-Jean sur une fausse piste? Donc, la réponse à votre question, M. Hébert, c'est non. Je vous invite à réécouter la séance en question. Mme Marcoux a expliqué les motifs là, qui justifiaient son vote. Donc, Mme Marcoux, souhaitez-vous ajouter d'autres choses? Oui, bien, je voulais justement ajouter à M. Hébert que le dossier, en tout premier lieu, il a été déposé au comité consultatif d'urbanisme où je siège.
Et la recommandation du comité consultatif d'urbanisme était de ne pas accepter le projet. Et la recommandation du service également était de ne pas accepter le projet. Donc, j'ai voté contre parce que c'est ce que je pensais dès le départ à la présentation du projet au comité. Fait que ça n'a absolument rien à voir avec ce que M. Berthelot a pu déclarer. Merci, Mme Marcoux. Donc, M. Hébert, également, le 8 décembre, nous dit « Le juge Godet, dans un jugement présenté au Conseil par Mme Terrien le 26 novembre 2019, parle lui aussi de proximité. Il a condamné la ville de Mont-Saint-Hilaire pour avoir enlevé un référendum à son électorat avec l'aide de la MRC pour favoriser les promoteurs. Le paragraphe 79, on peut lire « L'octroi de ces permis, bien avant l'échéance prévue, peut laisser croire qu'il existe une trop grande proximité de représentants de la ville avec les intérêts des promoteurs. » Donc, Mme Marcoux reconnaît-elle que le projet d'Imalo dans Saint-Eugène a bénéficié d'un semblant de tour de passe-passe de sa part à la MRC? Mme Marcoux? La réponse est non. Puis moi, je vais appeler ça le projet Carrefour Saint-Eugène. Quand on vote à la MRC, M. Hébert, on a des recommandations de professionnels. Et les recommandations des professionnels sont basées sur la LAU, qu'on appelle la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Donc, j'ai voté avec les recommandations en question. Et de toute façon, à la MRC, la ville de Saint-Jean, même si elle a la double majorité, elle n'a que 4 votes sur 17. Je n'aurais pas pu seule faire passer le projet. Et quand c'est arrivé ici à la ville, je vous ferai remarquer aussi qu'au niveau de l'urbanisme, on a des professionnels. Et si ces gens-là n'avaient pas été d'accord à modifier le règlement pour se conformer au schéma d'aménagement, il y aurait certainement allumé une lumière. Merci, Mme Marcoux. Le 10 décembre dernier, Mme Diane Marchessault nous a posé 2 questions qui tournent au même sujet. Donc, premièrement, dans le dossier du club de tir de l'Acadie, l'article 20 de l'entente du 22 décembre 2016, il peut y lire « Pendant le délai, les activités du club de tir qui sont actuellement en opération sur le lot 6 022 234 pourront être maintenues conformément à la réglementation en vigueur. » Donc, la question, c'est est-ce que la Ville, sans mettre en péril l'entente du 22 décembre 2016, peut se doter d'un règlement efficace au niveau du bruit provenant des champs de tir, étant donné que Carrière Bernier et l'entreprise 9088 5662 ne respectent pas cette entente de mettre fin à tous les tirs extérieurs pour juillet 2020. Donc, la question, en résumé, c'est que dans l'entente, on dit que jusqu'à l'exécution de l'entente, le club de tir peut continuer à opérer selon la réglementation en vigueur. Donc, moi, ce que je comprends de la question, c'est que est-ce que, selon l'entente, est-ce que le Conseil peut tout de même modifier son règlement sur le bruit? Donc, on a soumis la question à notre service juridique. Puis, un suivi sera fait au Conseil en 2021, où on va présenter l'ensemble des options possibles au niveau de la réglementation. Mme Marchessault posait une autre question, un peu la même question dans un autre angle. L'École de technologie supérieure, en collaboration, a publié en novembre 2020 un guide à l'intention des municipalités sur la gestion et la planification des activités récréatives extérieures bruyantes, dont les champs de tir. Donc, la question de Mme Marchessault, c'est en attendant la décision des divers cours de justice, ce qui risque d'être long et sans mettre en péril l'entente du 22 décembre 2016, est-ce que notre Ville a l'intention de suivre ces recommandations de l'École de technologie supérieure et modifier son règlement actuel qui ne permet pas de contrôler les nuisances par le bruit provenant des activités du champ de tir? C'est la même réponse. Donc, un suivi va être fait auprès des membres du Conseil en 2021 pour présenter au Conseil l'ensemble des options possibles au niveau de notre réglementation sur le bruit. Merci beaucoup, Mme Marchessault, pour votre suggestion. Moi, personnellement, je trouve que c'est une très bonne idée. Et je vais demander donc à notre administration d'analyser cette option et de bien prendre en compte les recommandations de ce rapport. Brigitte Letourneau, 2 dernières questions. Brigitte Letourneau nous posait une question le 10 décembre dernier. Comment la Ville peut-elle affirmer, sans études hydrométriques, que le tarissement de la nappe phréatique
qui approvisionne les puits artésiens des résidents des rues Bruneau et de Salière n'est pas occasionné par le pompage intensif effectué par les golfs privés se trouvant à proximité de ces deux rues et obligera les propriétaires à débourser des sommes variant entre 25 000 et 35 000 pour se brancher au service d'aqueduc de la ville. Cette information provenait de vous, Mme Marcoux. Est-ce que vous voulez répondre? Ben, j'ai déjà répondu, mais je n'ai jamais dit que la Ville avait dit ça. J'ai dit que moi, j'avais communiqué avec le ministère de l'Environnement pour un dossier et qu'en même temps, j'avais profité de l'occasion pour leur parler de ça. Puis c'est eux qui m'avaient répondu. Mais il n'existe pas de documents à ce sujet. Je n'ai jamais dit ça, qu'il existait des documents. Donc, le 10 décembre dernier, dernière question reçue de Brigitte Letourneau. Elle nous demande, sachant que la Ville a mandaté WPS pour effectuer les relevés sonores à proximité du club de tir de l'Acadie les 20, 21, 27 et 28 juin et les 22, 23 août 2020, ce qui totalise 6 jours de relevés sonores sur une possibilité de 210 jours de tir, quel est le coût déboursé par la Ville à la compagnie WPS pour chacune de ces journées? Donc, on est toujours en attente de la réponse à cette question. On vous reviendra en 2021. Donc voilà, ça conclut la période de questions. Merci à tout le monde pour vos questions. Monsieur Yvan Berthelot. Oui, merci beaucoup, M. le maire. D'abord, je voudrais faire un rapport d'un dernier comité, donc le comité de retraite dont je suis le président au niveau de la ville, parce qu'à ce niveau-là non plus, ça n'a pas été facile. À la mi-mars, notre caisse de retraite s'est été amputée d'environ moins 25 % à cause, bien sûr, de la chute boursière. Mais la nouvelle étant que vers la fin de l'année, on a tout récupéré et si le mois de décembre continue, on devrait terminer donc d'une façon positive. Donc, on a dû prendre des décisions au niveau des gestionnaires, tout ça, mais on a pris les décisions qu'il fallait. Donc, c'est tout de même une caisse de retraite qui est plus grosse que le budget de la ville. Donc, on parle d'environ 200 millions de dollars. C'est tout de même important, la responsabilité de gérer cette caisse-là. Et il faut obtenir des rendements pour pouvoir remplir les obligations que commande une caisse de retraite. Donc, on devrait atteindre nos objectifs cette année, malgré les soubresauts boursiers. Ensuite de ça, mais écoutez, on parle de temps des fêtes, on parle de cadeaux de Noël, mais je pense que le cadeau de Noël, il est arrivé. C'est le vaccin. Donc, le vaccin est arrivé. Moi, j'invite tous les citoyens qui vont avoir accès au vaccin, oui, de prendre le vaccin, prenez-le. Donc, on vous souhaite souvent, il est de coutume de vous souhaiter la santé. Alors, si vous prenez le vaccin, vous allez avoir la santé, vous allez vous protéger et vous allez protéger vos proches. Donc, je vous invite, bien sûr, à vous faire vacciner. Lorsqu'on vous invitera, ce sera à votre tour. Donc, prenez ce vaccin. Je vous invite également, chers concitoyens, à respecter les consignes. Le premier ministre, aujourd'hui, a déclaré des consignes pour le temps des fêtes, des restrictions, ce que vous pouvez faire, ce que vous ne pouvez pas faire. De grâce, respectez-les. Car quand vous ne le faites pas, vous mettez en danger non seulement tout notre système de santé, mais vos proches également. Monsieur Yann Landlois. Bonsoir à tous. Je termine l'année toujours après ce spécial Berthelot. Ça m'a toujours fait rire. Veux-tu qu'on change de chaise? Non, un jour, en 2021, on l'essayera. Une fois ou deux, premier vent. Écoute, juste une chose, un petit point que je veux juste rappeler. Puis merci à tous les conseillers ce soir pour la traverse pétanière pour le 14.7. Je pense que juste de revoir ça, je sais que c'est en construction actuellement, mais de demander au gouvernement, justement, aussi 3S, de se rasseoir avec nous autres, puisque c'est quelque chose qu'on va regretter dans le futur.
Donc, merci à l'unanimité d'avoir accepté pour revoir et s'assurer la traverse piétonnière pour les étudiants entre les deux secteurs pour aller à Marie-de-Rome. Fait que ça, c'est une bonne chose pour ce soir et j'espère que Louis Lemieux aussi va écouter et va s'assurer que le Conseil, à l'unanimité, demande de reviser cette situation. Donc, ça, c'est un point. Écoutez, je pense qu'on a tous parlé un peu du confinement ce soir. Puis, Mme Marcoux a parlé du parc des Parulines. On a regardé un petit peu ce que le gouvernement nous disait d'en profiter peut-être avec les enfants, de jouer dehors. On a plusieurs restrictions. Je pense qu'on devrait peut-être regarder aussi, puis je demande peut-être à l'administration, c'est peut-être un dernier coup, là, je sais qu'on va être en télétravail, mais peut-être de regarder qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus. Est-ce qu'il y a d'autres activités possibles? Je sais qu'on utilise certains parcs, mais il y a peut-être des collaborations avec d'autres terrains existants pour justement maximiser, que ce soit ski de fond, raquettes ou autres. Il y a peut-être des terrains vacants, peut-être même tantôt, je veux dire, Marco parlait de terrains de golf, de ces parcs. Peut-être de voir avec eux autres s'il y aurait possibilité de donner accès aux gens ou en collaboration avec certains partenaires pour s'assurer justement d'en donner encore plus à nos citoyens qui risquent d'être confinés pour longtemps. Moi, je soumets ça l'idée. Puis en plus, peut-être que c'est une idée aussi à regarder avec l'équipe du Festival de la Montgolfière pour trouver quelques petites idées là-dedans. Fait que je lance ça comme idée juste avant le temps des fêtes. Puis, je termine avec joyeuses fêtes à tous, joyeuses fêtes au Conseil. Très belle façon de terminer, je trouve, 2020 avec ce calme. Je vous souhaite une bonne année. Je suis très d'accord avec vous, M. Berthelot. Ciao 2020. Je pense que le passé en arrière, ça va faire du bien. J'espère que 2021 ou la dernière séance va être garant de ce qui va se passer en 2021. J'apprécie tous mes confrères autour de la table, même si des fois on a quelques petits différends. Je pense que c'est tous une belle gang pareil. Puis je suis sûr que 2021, on va avoir beaucoup plus de plaisir malgré les élections. Du moins, j'espère qu'on va le faire dans le respect et surtout dans une belle décence puis un beau quorum tout le monde ensemble. Madame Claire Charbonneau. Oui, bonsoir tout le monde. Moi, j'aimerais juste mentionner un petit point. Concernant la Rivière-Chalieu, on a un spectacle phénoménal qui arrive avec les oies blanches. Je ne sais pas si vous passez des fois sur la rue Champlain, les oies couvrent la rivière bord en bord, Saint-Jean-Héberville. Puis quand ils partent tout ensemble et ils volent au-dessus de Saint-Jean, c'est un spectacle aussi extraordinaire. Je pense que les gens, ce serait peut-être quelque chose qu'ils pourraient aller voir. Il y en a de plus en plus des oies blanches, d'année en année. Je ne sais pas si un jour la rivière va être recouverte au complet au niveau de Saint-Jean. Mais en tout cas, c'est vraiment beau à voir. Je vous invite à aller voir les oies, soit sur la rivière ou quand ils volent. J'aimerais aussi souhaiter encore à tout le monde, comme tout le monde, les joyeuses fêtes à tous les citoyens, à mes confrères, consoeurs, conseillers, à tous les employés, la direction générale, tous les employés de la ville. Je pense que c'est pas facile pour personne de vivre ce qu'on vit. Le télétravail, le confinement. Je remercie les employés de la ville pour tout le bon travail qu'ils ont fait pendant la pandémie et je suis certaine qu'ils vont continuer encore en 2021 jusqu'à ce qu'on puisse s'en sortir de cette pandémie qui occasionne beaucoup de bouleversements pour beaucoup de gens. Encore, je vous souhaite de joyeuses fêtes, du mieux que vous pouvez, respecter les règles sanitaires et revenez-nous en santé pour 2021. Merci, bonne soirée. Madame Marilyn Charbonneau. Oui, merci. Alors, je déclare avoir remis ma déclaration des intérêts pécuniers. Aujourd'hui, j'ai 3 points à aborder. Le premier, je voulais revenir sur le dossier de la PNED. Je voulais, vu qu'on est dans les proches des bilans, je voulais féliciter le travail de mobilisation, la rigueur de recherche que ce regroupement-là a eu depuis plus d'1 an. Cette année, c'est assez exceptionnel, la mobilisation qu'ils ont réussi à faire dans
sur les terrains du camping, les corvées de nettoyage, les levées de fonds, la mobilisation des acteurs, puis surtout la recherche de solutions. C'est bien d'avoir des citoyens mobilisés, puis c'est encore mieux quand ils sont proactifs dans la recherche de solutions. Et à cet effet-là, je souhaite pour 2021 qu'on puisse adopter une résolution en janvier pour former un comité de financement pour la PNED qui pourrait avoir justement la députée du fédéral, le député au provincial, certains membres de SOS de la PNED, des membres du conseil municipal, de direction de la ville et de certains organismes qui pourraient nous aider à aller chercher du financement pour la protection et puis éventuellement la mise en valeur de ce lieu exceptionnel pour Saint-Jean-sur-Richelieu. Dans une deuxième ordre d'idée, je voulais parler de la grande démarche de développement durable qui a été lancée cette année. C'est extraordinaire ce que Francine, notamment l'équipe qui coordonne ce projet-là de développement durable, qui est Francine Van Winden, qui est Caroline Bisson, Marie Chauchois. C'est un travail titanesque qui mène vraiment avec succès. Déjà, jusqu'à présent, malgré qu'il y ait la pandémie, on a des ateliers Zoom où est-ce qu'on a pu consulter, mais surtout avoir la participation de plus de 500 employés. Il y a eu 70 idées et actions qui ont été finalement énoncées par l'ensemble des participants. Il y a 100% des services de la ville qui ont contribué à cette démarche-là. Cette semaine et la semaine dernière, on a réalisé un bilan diagnostique auprès des partenaires. Il y avait des élus municipaux, des élus provinciaux, fédéraux. Il y avait le milieu communautaire, l'éducation, la culture, des organismes en environnement, des personnes qui représentaient l'industrie, le commerce, l'agriculture. Il y avait des employés, il y avait une vingtaine de citoyens. Ça nous a permis de trouver 12 axes de vision et de les développer. On parle d'électrification des transports, la mobilité durable, l'autonomie alimentaire, l'habitat social, les infrastructures vertes, l'économie circulaire, les milieux naturels, l'agriculture durable, la gestion des matières résiduelles, la rivière, l'aménagement du territoire. Je veux dire, on a des gens qui foisonnent d'idées puis d'ambitions pour notre ville et c'est extraordinaire de voir ça. Pour la suite de la démarche, il y a un comité de pilotage élargi qui a été mis sur pied. On reprend un peu le modèle justement des directions de ville qui vont être présents, plus des représentants de la communauté, autant de l'économique, de l'éducation, de la santé, du milieu communautaire, de l'environnement. Puis on a 2 citoyens qui ont été sélectionnés parmi 15 candidats qui avaient remis leur candidature. Alors, on va accueillir Audrey-Anne Trudel et Isabelle Teasdale. Et 2021, ça va être vraiment l'année où est-ce que les citoyens vont être mis à contribution. La démarche va être lancée devant le public là, au mois de janvier et il y aura des consultations, des ateliers collaboratifs. Merci d'avoir été là. On se fixe rendez-vous la semaine prochaine alors qu'on va vous présenter de nouveaux extraits de cette dernière séance régulière du Conseil du mardi 15 décembre 2020. Entre-temps, commentaires ou questions par courriel Éric Latour en un mot à commercial.tvhr9.com.